Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais commencer le cours sur les fonctions cosinus-sinus, épisode 1. Nous allons établir les encadrements et aussi montrer que les fonctions cosinus et sinus sont dérivables en 0. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths spécialité, de maths experte. L'énoncé, le plan est muni du repère orthonormé direct OIJ, gamma est le cercle de centraux et de rayon 1. M est un point du cercle gamma associé aux réalités de l'intervalle 0π sur 2, fermé en 0 ouvert en π sur 2. Voici une figure avec le point H qui va être le projeteur orthogonal du point M sur la droite EI et même sur le segment OI ici, vu que T appartient à 0π sur 2. Le point S qui est obtenu en étant le point d'intersection de la tangente T au cercle gamma au point I et de la droite OM. Voilà, c'est tout ce qui est dit ici. Alors, partie A. Premièrement, soit réel de... Oui, alors, soit en réalité de l'intervalle 0π sur 2, on savait déjà d'après l'ancien, on le répète, fermé en 0, fermé en π sur 2. Petit a, comparer la longueur de la corde de IM, le segment IM, et de l'arc IM. Petit b, en déduire que 1 moins 1 demi t carré inférieur égal à cosinus t inférieur égal à 1. Question 2a, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0π sur 2, ouvert en 0, 0 inférieur égal à 1 moins cosinus x sur x inférieur égal à 1 demi de x. Petit b, montrer que la fonction cosinus est dérivable en 0, que vaut le nombre dérivé de cosinus en 0. Partie b, donc on répète ici, question 1, soit en réalité de l'intervalle 0π sur 2, fermé en 0, ouvert en π sur 2. Comparer les aires des triangles OIM, OIS et du secteur circulaire OIM. Petit b, en déduire que pour toute réalité de l'intervalle 0π sur 2, fermé en 0, ça vous le savez déjà, donc cosinus t inférieur égal à sinus t inférieur égal à t. Question 2a, justifier que pour tout réel x non nul de l'intervalle moins π sur 2 ouvert en moins π sur 2 et en π sur 2, cosinus x inférieur égal à sinus x divisé par x inférieur égal à 1. Petit b, montrer que la fonction sinus est dérivable en 0, que vaut le nombre dérivé de sinus en 0. Donc la question A, avec un réalité d'intervalle 0π sur 2, fermé en 0, ouvert en π sur 2, comparer la longueur de la corde IM et de l'arc IM. Donc je vous ai fait un petit dessin. Alors on peut préciser qu'ici on a une longueur de 1, ici une longueur de 1, IM on ne sait pas. Et puis ce qu'on sait en revanche, c'est que pour aller d'un point à un autre, le plus court chemin c'est la ligne droite, donc forcément la longueur IM sera inférieure égale à la longueur de l'arc IM. Alors l'arc IM c'est petit t, puisqu'on a l'angle IOM qui vaut t, donc on peut déjà dire que IM est inférieur ou égal à t. Alors on nous demandait que ça, mais bon, c'est toujours bon de faire des petites remarques. Question 1b, en déduire que 1 moins 1 demi t carré inférieur égal à cosinus t inférieur égal à 1. Je rappelle que petit t appartient à l'intervalle 0π sur 2, fermé en 0, ouvert en π sur 2. Donc on avait établi que IM est inférieur égal à la longueur de l'arc IM dans la question A, et donc je vais passer au carré parce qu'on va avoir besoin de calculer la distance IM au carré. Ce qui fait que ce qu'on peut dire par exemple, c'est que la distance IM au carré est inférieure ou égale à t carré. Bon, et puis ici, je vous ai donné les coordonnées du point I, du point M. On va pouvoir calculer assez aisément la distance IM au carré, qui est l'abscisse de M moins l'abscisse de I
au carré plus l'ordonnée de m moins l'ordonnée de i au carré. Ce qui fait que im au carré, eh ben on va développer l'identité remarquable ici, donc cos carré t, puisque le cosinus t, le tout carré, c'est notre cos carré t, moins 2 cosinus t, plus 1, plus sinus t, le tout au carré, c'est-à-dire sinus carré t. Alors dans ce cas-là, il faut avoir un petit réflexe, on voit cosinus carré t, sinus carré t, on sait que la somme des deux vaut 1. Et donc on pourra dire que im au carré est égal à 1 à cause de cos carré t plus sinus carré t. On a encore 1 ici, donc ça va nous faire 2 moins 2 cos t. Bon, petit travail au brouillon, après la rédaction, essaie de la faire au propre. Donc ici, on a 2 moins 2 cosinus t, qui est inférieur ou égal à t au carré. On va essayer de faire en sorte d'isoler cosinus t, puisqu'on nous demande un encadrement de cosinus t. Alors une fois qu'on a ça, on peut dire que 2 moins t carré, en ajoutant moins t carré aux deux membres, et en ajoutant 2 cos t aux deux membres, on ne change pas l'inégalité, et donc on va bien avoir, en divisant par 2, on ne change pas le sens de l'inégalité, puisque 2 est un nombre positif, et ben on va déjà obtenir la première inégalité qui est demandée. Alors pour la deuxième inégalité, c'est bien connu que cosinus t est inférieur ou égal à 1. Bon, on peut aussi remarquer que la distance OI sera toujours supérieure ou égale à la distance au A, je crois, le prochain orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Alors en fait, c'est le point H, j'ai dit A, mais... Et donc OH est toujours inférieur ou égal à OI, ce qui nous donne cosinus t inférieur ou égal à 1. Donc je dis tout simplement que cosinus t est inférieur ou égal à 1, c'est connu. Alors question de A, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, ouvert en 0, ouvert en pi sur 2, 0 inférieur ou égal à 1 moins cosinus x divisé par x inférieur ou égal à 1 demi de x. Alors on exclut évidemment le nombre 0 puisqu'on divise 1 moins cos x par x. Alors on va utiliser évidemment ce qu'on a vu dans la question précédente, et notamment le fait que quel que soit le réel x dans 0 pi sur 2, ouvert en 0, ouvert en pi sur 2, on a 1 moins 1 demi de x carré inférieur ou égal à cos x inférieur ou égal à 1. Alors dans la question précédente, on n'avait pas eu besoin d'exclure 0, mais voilà, ici on est obligé. Bon, à partir de cette double inégalité, on devrait pouvoir peut-être établir le résultat qu'on veut, que je vais écrire par exemple tout en bas pour qu'on ne perde pas de vue. Je vais l'écrire un petit peu mieux que ce qui est en haut parce que j'avais pas le choix avec le logiciel que j'ai. Comment passer de l'un à l'autre, quoi. Bon. Alors, un demi de x carré ici, un demi de x, 10 par x, 1 moins cosinus x. Bon, on peut peut-être faire apparaître 1 moins cosinus x à partir de la double inégalité qu'on connaît. On peut peut-être, par exemple, multiplier par moins 1. Et en multipliant par moins 1, on va changer le sens. J'ai dit qu'on changeait le sens et je le fais pas. Oula. Donc, moins cos x. On change le sens de l'inégalité. Bon, en général, on travaille plutôt dans l'ordre croissant, donc je vais la renverser un peu. Je vais dire que moins 1 est inférieur ou égal à moins cosinus x, inférieur ou égal à moins 1 plus 1 demi de x carré. Bon,
moins 1 ici, moins 1, plus un nombre positif. Donc c'est logique hein, qu'on soit dans l'ordre croissant. On peut parfois se récupérer quand on commet une erreur de sens. Bon, ensuite on ajoute 1 pour avoir le numérateur. Donc en ajoutant 1, et là je vais le faire un petit peu à l'arrache, directement, 1, et encore 1. Ce qui fait qu'on va obtenir 0 dans le premier membre. Là, je vais gommer. Hein. On va obtenir 0 dans le premier membre. On va bien avoir 1 moins cos x. Et puis, ensuite, on va avoir 1 moins 1 qui s'élimine. Bon, ben, normalement, il faut diviser par x maintenant. On n'est pas loin du résultat. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on divise par x? Il faut avoir une précaution ici, c'est que x est strictement positif, et donc en divisant par x, on ne va pas changer le sens des inégalités. Ce qui fait qu'on va bien obtenir le résultat qui était demandé. Il n'y a plus qu'à mettre un petit mot de liaison. Voilà. On peut gommer le résultat maintenant que vous m'avez laissé par exemple au brouillon. Puis ensuite on rédige. Voilà. On va peut-être expliquer un peu quand on divise par x. Bon. Question 2b, montrer que la fonction cosinus est dérivable en 0 et que vaut le nombre dérivé de cosinus en 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la fonction cosinus est dérivable en 0? Bien, il va falloir qu'on aille chercher notamment la limite quand h tend vers 0 de cosinus 0 plus h moins cosinus 0 divisé par h. Et encore faut-il qu'elle existe, cette limite. Hein. Et puis, quand on a cette expression, bah, on cherche si cette expression cos 0 plus h moins cos 0 sur h est une limite finie en 0. Donc, je vais rédiger un peu mieux que ça, même si là, on est au brouillon, pour avoir des idées. Allez. A-t-elle une limite finie en 0? L'expression. On cherche. Hein. Bon, bah, on va lui donner un nom à cette expression, puis on va essayer de travailler bah, ici pour une valeur de h qui va se rapprocher de 0. Donc, on peut commencer par travailler pour h, par exemple, appartenant à 0 pi sur 2. On n'a pas le droit à h égale 0. Et puis, essayer de voir ce que ça donne que cette expression qu'on va noter, par exemple, bah, ici dans l'énoncé, allez, Q comme quotient. Donc, Q de h. Alors, c'est cosinus de 0 plus h, c'est-à-dire h, moins cos 0, on sait que c'est 1, et le tout divisé par h. Ah, ça peut peut-être nous rappeler quelque chose, ça. Il me semble que dans la question d'avant, on a parlé de quelque chose qui ressemblait beaucoup à ça. Donc j'ai réécrit en haut hein, pour h appartenant à 0 pi sur 2, ou vers 0 vers pi sur 2, ce que c'est que ce q de h cos h moins 1 sur h. Et quand on regarde la question de A, nous on a démontré que 0 inférieur égal à 1 moins cos h sur h inférieur égal à 1 demi de h. Et donc on va pouvoir aller chercher la limite en 0 de cette expression 1 moins cos h sur h qui est juste l'opposé de ce qu'on cherche. Bon. Donc limite de 0, quand h tend vers 0, là ici attention c'est 0 plus seulement. C'est 0. Ça, c'est le premier membre. Voilà. Et puis, si on s'intéresse au troisième membre de l'inégalité, on va pouvoir dire que limite de 1 demi de h, quand h tend vers 0 plus, toujours,
c'est 0. Et donc l'expression qui va être au milieu, elle n'a pas le choix, d'après le théorème des gendarmes. On va pouvoir dire que la limite quand h tend vers 0 plus de 1 moins cos h divisé par h est égal à 0. Théorème donc des gendarmes. Bon, ce qui nous manque en fait, c'est un peu la limite en 0 moins. Bon, et puis aussi le fait de passer à l'opposé pour avoir la limite de Q de H. Donc, je vais le faire tout de suite. Ça nous donne que la limite quand H tend vers 0 plus de Q de H, qui est l'opposé, l'opposé de 0, ça nous donne 0. Donc, on va aller chercher maintenant la limite quand h tend vers 0 moins pour pouvoir avoir la limite quand h tend vers 0. Donc, comment faire pour la limite quand h tend vers 0 moins? L'idée, c'est d'aller chercher, par exemple, un petit changement de variable. On ne va pas faire une composée ici. Et donc, comment faire pour faire en sorte que quand h tend vers 0 moins, on ait une variable qui tend vers 0 plus, je vais poser une variable k qui va être égale tout simplement à l'opposé de h. Et quand h tend vers 0 moins, forcément, petit k qui est égal à moins h va tendre vers 0 plus. Et donc la limite quand h tend vers 0 de cos h moins 1 sur h va être aussi la limite quand k tend vers 0 plus. Alors partout où il y a h, il faut le remplacer par l'expression en k. Alors h c'est moins k en fait, puisque k c'est moins h. Et puis ici on a cosinus moins k moins 1. Bon. Alors, on sait des choses sur la fonction cosinus. La fonction cosinus, elle est paire. Donc, cosinus moins k, c'est aussi cosinus k. Donc, ça va être la limite de cosinus k moins 1 divisé par k. Et le signe moins, je peux le mettre devant la fraction. Et c'est quand k tend vers 0 plus. Et nous, on la connaît, cette limite. Parce que si on considère l'expression cosinus k moins 1 sur k quand k tend vers 0 plus, on sait qu'elle tend vers 0. C'est ce qu'on a écrit tout en haut. Et l'opposé de 0, c'est 0, et donc on va obtenir à nouveau 0. Donc la limite à gauche de cosinus h moins 1 sur h, finalement, on va pouvoir dire que c'est égal aussi à 0. La limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc, la fonction a une limite en 0. On peut gommer pour que ce soit un petit peu plus propre. On n'a plus besoin de ça. Donc, limite à droite, c'est 0. Limite à gauche, c'est 0. Donc, limite, quand h tend vers 0, de cosinus h moins 1 sur h est égal à 0. Et puis 0, c'est un réel, donc c'est bien limite finie. Donc on va pouvoir en déduire que la fonction cosinus, elle est dérivable en 0. En 0, et que vaut cosinus prime de 0, c'est la limite qu'on avait obtenue, c'est-à-dire voilà, ce nombre-là. Petite remarque,
Puisque cosinus est dérivable en 0, eh bien cosinus est continu en 0. Car toute fonction qui est dérivable en un réel est automatiquement continue en ce réel. Alors la partie B, question A, comparer les aires des triangles OIM, OIS et du secteur circulaire IOM. Alors quand on regarde la figure, il est à peu près clair que la corde IM, elle est à l'intérieur du cercle et donc l'arc IM est un peu l'extérieur, ce qui fait que l'aire du triangle OIM eh bien, est inférieur ou égal à, donc ici je vais prendre du vert, l'aire du secteur circulaire, IOM, un petit arc comme ça, et puis inférieur ou égal à l'aire de OIS. C'est à peu près clair d'après la figure. Bon, calculer l'aire d'un triangle, a priori, on sait à peu près faire. En revanche, on va être un peu plus gêné pour l'aire du secteur circulaire. Je ne sais pas si vous connaissez ces résultats ou pas. On va en parler après. Donc, aire d'un secteur circulaire, vers la formule. Donc, on va considérer l'aire d'un disque D de centraux de rayon R plus grand que 0. On sait que c'est pi R au carré. Et quand on considère deux points du petit cercle C, là on a sa figure qui arrive juste en dessous, tel que l'angle AOM égale T en radian, T réel de 0,2 pi, on va appeler S l'aire du secteur circulaire AOM. Bon, alors en fait on considère que l'aire du secteur, c'est pi r carré quand l'angle vaut 2 pi, et quand l'angle vaut t, on considère que son aire qui est égal à S, ici les quatre nombres sont des nombres qui constituent un tableau de proportionnalité. Bon, ce sera à peu près clair que si t, par exemple, est égal à pi, on prend la moitié de pi r carré. Si t égale pi sur 2, on prend le quart de pi r carré. Donc en fait, comme c'est un tableau de proportionnalité, on va avoir 2pi fois s égale pi r carré fois t. Et donc en divisant par 2pi, on va obtenir s qui va être égal à 1 demi de r au carré multiplié par t. R c'est le rayon du cercle ou du disque et t c'est l'angle au centre. Voilà. Donc on a ce résultat. Petite propriété, l'aire d'un secteur circulaire de rayon R est d'angle au centre T, T réel de l'intervalle 0,2 pi, fermant 0, fermant 2 pi, c'est S égale 1 demi de R carré T. Alors évidemment, pour T égale 2 pi, on va retrouver que l'aire du disque, c'est pi R carré, évidemment. Bon. Alors, question 1b, en déduire que t cosinus t inférieur égal à sinus t inférieur égal à t. Évidemment, en déduire, on va utiliser la double inégalité qu'on a trouvée tout à l'heure. D'ailleurs, je vais mettre l'arc, c'est important. Alors, au brouillon, on va chercher l'aire d'abord du triangle OIM. Alors, donc, M est projeté en H sur la droite de I. Là, on peut dire que l'aire du triangle OIM, c'est 1 demi multiplié par la base OI multiplié par la hauteur MH. Donc, ça fait 1 demi. OI vaut 1, c'est le rayon du cercle trigonométrique. Et puis MH, MH, c'est sinus T. Donc, finalement, c'est 1 demi de sinus T. On va reporter sa valeur ici en bas, 1 demi de sinus T. Bon. Ensuite, on va s'occuper par exemple de l'aire du triangle OIS, ce sera peut-être le plus simple. Aire de OIS.
Bah, lui, il a le bon goût en plus d'être rectangle en I, et donc l'air de IS, c'est un demi multiplié par OI multiplié par IS. Alors, un demi multiplié par 1, évidemment. Et qu'est-ce que c'est que IS? Ben, si vous regardez bien IS, c'est le côté opposé à l'angle T. Et donc, tangente T, c'est IS divisé par OI. Et comme OI vaut 1, et bien tout simplement, IS, ben, c'est la tangente, tangente de l'angle T. Bon. Un demi de tangente T. Passons maintenant à l'aire du secteur circulaire, et on vient de voir la formule. Donc l'aire du secteur circulaire, peu importe, bon, je prends du bleu, c'est pas terrible, mais bon. Allez, R de IOM, OIM. Et on va devoir une formule, c'est 1 demi fois R au carré ici, c'est 1 au carré, puisque le rayon vaut 1 fois T. Donc c'est 1 demi de T. Bon, on n'est pas arrivé tout à fait à ce qu'on veut dans le résultat, on ne perd pas de vue, T cos T inférieur égal à sinus T inférieur égal à T. Bon, sinus T inférieur égal à T, il me semble qu'on l'a facilement avec la première inégalité. D'ailleurs, je vais en profiter pour multiplier par 2, ce qui ne change pas le sens. La sinus T qui est inférieur égal à T, qui est inférieur égal à tangente T. Bon, puis tangente T, on connaît, en fonction de sinus, cosinus, c'est sinus T sur cosinus T. Donc, il y a bien un cosinus T qui va pouvoir apparaître. Allons-y. Avec ça, on a donc ce qu'on voulait ici. Donc, en fait, on n'a plus qu'à essayer de démontrer que T cos T est inférieur égal à sinus T. Et il me semble qu'il suffit de prendre la deuxième inégalité qu'on a ici. Alors, on va faire maintenant. T est plus petit que tangente T. Ça veut dire que T est plus petit que sinus T cosinus T. Divisé par cosinus T, pardon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On multiplie par cosinus T. Donc, T multiplié par cosinus T, qui est positif ici, puisque T appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, est plus petit que sinus T. Et là, on l'a obtenu avec cette inégalité, ce qu'on voulait ici dans le premier membre. Bon, après, une fois qu'on a fait ce travail au brouillon, on rédige au propre. Vous aurez donc dans le polycopier une rédaction beaucoup plus propre. Question 2a justifie que pour tout réel x non nul de moins pi sur 2, cos x inférieur égal à sinus x divisé par x inférieur égal à 1. Alors évidemment, on relie un peu tout ce qu'on a fait. La question précédente, même si la variable s'appelait t, on peut l'appeler x maintenant, avec quelque chose x appartenant à 0 pi sur 2. Alors ouvert en 0, puisque on lui dit que pour tout réel x non nul, et c'est normal, puisqu'on divise sinus x par x, on ne peut pas diviser par 0. X cos x est inférieur égal à sinus x inférieur égal à x. Bon, là, x, il est strictement positif. Donc, je peux diviser par x, et je ne change pas le sens des inégalités. Donc, je vais obtenir cosinus x inférieur égal à sinus x divisé par x inférieur égal à 1. Bon, alors ça veut dire que le résultat qu'on nous demande, on l'a déjà pour tout x dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en 0, mais nous, on voudrait l'avoir dans tout l'intervalle, moins pi sur 2, bon, sauf en 0, évidemment. Alors, comment faire? Là, il y a quelque chose qu'on peut peut-être remarquer. On sait que la fonction cosinus, elle est paire, c'est une fonction constante, elle est paire.
Et puis ici, si on remplace x par moins x, on va s'apercevoir que la fonction sinus étant impair et la fonction ondulateur étant impair, le quotient sera pair. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va considérer un réel x dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. Ouvert en 0, ouvert en moins pi sur 2. Et puis la petite astuce, c'est de se dire, son opposé, moins x, lui, il appartient à 0 pi sur 2. Ce qui veut dire que ce qu'on a obtenu précédemment, on peut l'appliquer pour moins x, puisque moins x est entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc, cosinus moins x est inférieur ou égal à sinus. Partout, il faut remplacer x par moins x. Moins x sur moins x est inférieur ou égal à 1. Donc, cosinus x. Et puis, sinus moins x, c'est moins sinus x divisé par moins x. On va bien obtenir sinus x sur x. Donc, on sait que cette double inégalité, elle est vraie dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en 0 ouvert en pi sur 2, et on vient de démontrer qu'elle est vraie aussi dans l'intervalle moins pi sur 2, 0 ouvert moins pi sur 2 ouvert en 0, et donc on a bien le résultat pour tout réel x, non nul de moins pi sur 2, cos x inférieur égal à sinus x sur x inférieur égal à 1. Question 2b, montrer que la fonction sinus est dérivable en 0 et que vaut le nombre dérivé de sinus en 0. Alors, on vient de faire quelque chose quand même de très important, quel que soit le réel x appartenant à moins pi sur 2, mais avec x différent de 0. Alors, en maths, parfois on note comme ça, privé de 0. Ouais, c'est un peu lourd, mais bon, c'est l'idée. Alors, comment voir si la fonction sinus est dérivable en 0? Et on va aller chercher le rapport de Newton, comme on dit, c'est-à-dire je vais appeler R de H au sinus de 0 plus H moins sinus 0 sur H. Bon, en fait, ici, le H, à la place du X, on va écrire H. Voilà, je prends comme variable H. Bon, divisé par H. Donc, je vais écrire au bout parce que gagner de la place, 0 plus H, sinus H. Et puis, on sait que sinus 0 vaut 0. Donc, en fait, il va partir et puis il va nous rester sinus H sur H. Il me semble qu'à la question d'avant, on a démontré quelque chose d'intéressant avec la variable x, mais c'est aussi valable avec la variable h, c'est que cosinus h inférieur ou égal à sinus h divisé par h inférieur ou égal à 1. Et nous, on veut la limite quand h tend vers 0. Et bien ici, on sait que la limite quand h tend vers 0 de cosinus h, c'est cosinus 0, puisque la fonction cosinus, elle est dérivable en 0, donc continue en 0, ça on l'a justifié à un moment donné, et donc c'est égal à 1. Donc le premier membre de l'inégalité cos h, lui, tend vers 1. Le troisième membre des inégalités, lui, on sait qu'il va tendre vers 1 aussi. Donc, le premier membre de la double inégalité tend vers 1, le troisième membre tend vers 1, donc celui qui est au milieu,
Il n'a pas le choix. Il tend vers 1. Alors, donc limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h égale à 1, je vous signale que quand même on avait une forme indéterminée, 0 sur 0, donc maintenant on connaît cette limite. Il vaut mieux d'ailleurs la retenir. Et donc ça veut dire que limite quand h tend vers 0 du rapport de Newton R de h c'est 1. Ce qui veut dire que sinus est dérivable en 0 et en plus le nombre dérivé en 0 c'est 1. Voilà. Bon, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir si les fonctions cosinus et sinus sont dérivables ailleurs qu'en 0. En fait, on démontrera dans l'épisode 2 que les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur grand R et on aura une formule. On connaîtra les dérivés des fonctions cosinus et sinus. Alors pour finir, juste quelques représentations graphiques, notamment pour vérifier que 1 moins x moins 1 demi de x carré est inférieur ou égal à cosinus x inférieur ou égal à 1. On avait trouvé cet encadrement dans la partie A, donc avec la position relative des courbes, cela confirme bien le résultat que nous avions obtenu. Et puis dans la partie B, nous avons démontré que cosinus x inférieur ou égal à sinus x sur x inférieur ou égal à 1 sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, pour x différent de 0. Bon, on voit qu'on aurait aussi l'inégalité en pi sur 2 et moins pi sur 2, ce qu'on n'a pas fait dans l'énoncé, mais peu importe. Donc sinus x est toujours compris entre cosinus x et 1. Pour tout x appartenant à 0 à moins pi sur 2, pi sur 2, ouvert, et puis avec x différent de 0, même si ici, bon, le logiciel a l'impression qu'il trace le point de coordonnées 0, 1 avec la courbe de f. On sait sûr qu'il trace avec la courbe de h, il le trace avec la courbe de g. Bon. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est toujours bien d'essayer de vérifier un petit peu avec votre calculatrice, par exemple, les encadrements qu'on obtient, parce qu'il peut y avoir parfois des erreurs qu'on commet. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.